Récits, le podcast qui résonne, ou comment nos histoires et nos récits nourrissent notre imaginaire et notre trajectoire. Récits, un podcast créé, produit et présenté par Sophie Mauriac et Olivier Mardy. Réalisation et création sonore, Paul-Éric Rouvière. Enchanté. Alors, le studio, c'est dans la cour. D'accord. Ça va, t'as trouvé facilement ? Oui, facilement. Aujourd'hui, nous accueillons François Poletti, acteur et metteur en scène. Bonjour François. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour parler de vous à travers votre métier d'acteur et metteur en scène et à travers les histoires qui vous ont nourri. D'accord. Alors, comment des histoires se sont invitées dans votre vie et quels effets elles ont eu sur vous ? Déjà, moi, les premières histoires qui sont intervenues dans ma vie, c'est les histoires de mes parents. Je m'aperçois que les histoires de mes parents, de leur jeunesse, de leur enfance, de leur histoire, déjà me constituent au départ. D'un côté, mon père qui m'a beaucoup parlé, qui racontait toutes les histoires qu'il avait vécues pendant la guerre, pendant l'occupation, à Asnières. Et toutes ces histoires qu'il me répétait, qu'il racontait régulièrement. Donc au bout d'un moment, en plus on les connaît, puis c'est génial en plus d'avoir... Quand les gens racontent les mêmes histoires pendant des années et des années, aux mêmes personnes, et on sait qu'il va raconter toujours la même histoire, et on la connaît par cœur. Et ces histoires avec les Allemands dans les rues, le bruit des bottes quand il est à l'école, les bombardements, qu'est-ce qui s'est passé, la rue Faidherbe qui a été bombardée. Un jour, ils ont mis du sable dans une DCA qui avait au-dessus de leur bâtiment, et en fait, ça avait été bombardé, et les Allemands avaient descendu des corps. Donc ils se sont dit, c'est à cause de nous que ces Allemands ont été tués. Donc, les trucs... ces trucs d'enfant, parce que mon père, il avait 10 ans quand la guerre a commencé. J'ai l'impression qu'il m'a passé tout ça, toutes ces histoires. J'ai les images en tête. J'ai recréé des images d'après ses souvenirs, et ces images de la guerre. Et du côté de ma mère, c'est pareil aussi, les histoires. Parce que je pense que c'est une génération qui a été follement marquée, incroyablement marquée par l'occupation. Ils ont vécu un truc inimaginable. Voilà, mes parents ont vécu des bombardements. Ce qui se passe dans le monde, mes parents l'ont vécu. Et donc ma mère aussi me racontait beaucoup d'histoires de ces moments-là. Puis ils ont été séparés, les familles étaient séparées, les gamins partaient dans la Creuse, dans le Loir-et-Cher, pour être sauvegardés. Mais ma mère, du côté de ma mère, c'est aussi beaucoup, comme elle était d'origine arménienne, beaucoup des histoires liées au génocide arménien, qui était son imaginaire, parce qu'elle l'a pas vécu, son imaginaire d'enfant, et c'était un combat, une blessure qu'elle portait, qu'elle avait par rapport au génocide, et tout l'imaginaire du génocide, elle nous en parlait beaucoup, il y avait des bouquins à la maison, et ça aussi, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, parce que c'est des photos, c'est des images, Voilà. Oui, l'imaginaire de mes parents, je dirais, c'est ma première constitution d'enfant, en fait, parce que c'est ces histoires-là je pense, qui nous constituent dès le départ, Donc vous êtes nourri de l'imaginaire de vos parents, des histoires que vous racontez vos parents. Ouais. Et cet imaginaire-là, quel impact ça a eu dans votre décision, dans vos choix, dans votre vocation de comédien tout d'abord ? Il y a une histoire chez ma mère qui est très importante, parce que ça m'a beaucoup marqué, et ça a beaucoup marqué mon choix, et surtout le fait de ne pas renoncer. Elle devait avoir un piano, elle rêvait de faire du piano, et le piano est arrivé en bas de chez elle.
mais il passait pas dans l'escalier, et donc elle a vu le piano repartir. Et donc elle a jamais fait de piano. Elle nous racontait ça régulièrement comme une grande blessure d'enfant. Et donc oui, je pense que c'est pour ça que dans ma tête, puis mon frère qui était musicien aussi, il y avait quelque chose, enfin le fait de pas renoncer, d'aller au bout de nos envies. Et je pense que ma mère inconsciemment nous poussait à le faire parce qu'elle avait sa propre blessure. Et donc ouais, je pense que cette histoire-là a beaucoup compté dans le fait pas le fait de faire du théâtre, parce que le théâtre, j'y suis allé un peu par hasard, et voilà. Mais le fait d'aller au bout de l'aventure et voir où ça va, mais de pas renoncer, surtout, et pas avoir de regrets. Ça, c'est vraiment très important, de pas avoir de regrets. Alors le bout de cette envie, ça vous a amené où ? Ça m'a amené à devenir comédien. Pourtant, je viens d'un milieu où il n'y a pas de comédien, c'est un milieu populaire. Et après, devenir metteur en scène, et ça m'est tombé dessus vraiment par hasard. C'est partie de ces choses inconscientes qu'on fait en pensant que c'est le hasard, et on ne sait pas ce qui nous pousse à aller là-dedans, et on ne sait pas pourquoi. Et ça m'est tombé dessus par hasard, et c'est devenu fondamental. Alors que j'y pensais absolument pas étant gamin, adolescent. Je pensais même pas, j'étais même plutôt très timide, et je pensais pas du tout faire quelque chose qui me mettait en avant et qui me... Y a-t-il des personnages, des histoires que vous avez pu lire, des films que vous avez pu voir, des personnages auxquels vous aviez envie de vous identifier, qui vous ont amené aussi à avoir cette envie de devenir comédien et plus tard metteur en scène ? Alors, oui, parce que en fait, j'ai encore parlé de ma mère, mais elle adorait tous les films américains des années 50, c'était sa jeunesse. Et il y a un film particulièrement qu'elle nous a montré et que je connais par cœur et que j'aime énormément, c'est Chantons sous la pluie. Et cette comédie musicale qui se passe en plus dans le milieu du cinéma, il y a des mises en scène, il y a des moments dans le studio qui sont complètement baroques, et puis les danses, tout ce côté entertainment, comme on dit. Je pense que ça a participé, ou ça a créé quelque chose en moi de cette envie d'être dans ce monde-là. C'est un monde de rêve. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Ce qu'il y a dans ce film, c'est que tout d'un coup, on rentre dans un monde de rêve, tout ce qui est en studio, tout ça. Et de pouvoir rentrer dans ce monde-là du rêve. À la fois une réalité de récits, d'histoires de parents graves, ouais. Et à la fois un monde de rêve, d'imaginaire, de féerie, oui. De lumière, ouais. Ouais, c'est en parlant, je m'aperçois qu'en fait, c'est beaucoup l'imaginaire de ma mère, en fait. Cette frustration, et en même temps, cette admiration et ce rêve qu'elle avait de ce monde des comédies musicales américaines. En fait, oui, et c'est ça aussi que j'aime quand je vais au théâtre et quand je fais du théâtre et quand je fais de la mise en scène, c'est de pas faire quelque chose de jamais complètement réaliste. J'aime bien qu'il y ait une part de féerie ou d'imaginaire ou pas de fantastique, mais qu'on soit toujours au bord entre le réel et l'imaginaire. On sache pas vraiment si tel personnage c'est un vrai personnage ou c'est un fantôme, ou c'est et même que dans la mise en scène ça soit étrange, proche du rêve en fait. J'aime bien quand on est entre le rêve et la réalité, mais peut-être que ça vient de Chantons sous la pluie et ces moments où il y a toutes des mises en scène hollywoodiennes en studio très colorées, et puis les femmes, et puis les histoires d'amour, parce que Chantons sous la pluie, voilà, c'est ça aussi. C'est quand même une histoire d'amour, une rencontre amoureuse
qui est merveilleuse. En tous les cas, c'est un héritage qu'elle vous a offert, cette féerie, ces histoires d'amour. Aujourd'hui, donc vous avez interprété des rôles, vous avez mis en scène, vous vous êtes mis en scène. Parlez-nous un petit peu de cette manière dont vous mettez en scène. Comment ces idées vous viennent? De quoi elles sont nourries? Alors, je m'aperçois que dans les mises en scène que j'ai faites, j'ai beaucoup fonctionné par image. Et je pense que la peinture et l'art est très importante. Je me suis aperçu hier soir, j'ai regardé sur Arte, il y avait un documentaire sur Anselm Kiefer, qui est un artiste allemand que j'aime énormément, et je me suis dit, mais en fait, j'ai peut-être été plus influencé par des artistes d'art plastique, enfin de la peinture ou d'art moderne, que par le théâtre ou le cinéma. Enfin, et donc je pense que j'ai beaucoup fonctionné. Je fonctionne par image. Qu'est-ce qu'elles vous racontent, ces images? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça dit de vous, la peinture? Alors ça, c'est une grande question que j'ai. Et d'ailleurs, j'ai monté un spectacle avec un auteur avec lequel je travaillais, Christian Chavassieux, qui s'appelait Peindre. Et l'idée, que je lui ai soumise, je lui ai dit, moi j'aimerais bien travailler sur d'où ça vient. D'où ça vient l'acte artistique. Et j'aimerais travailler sur la peinture, parce que la peinture, c'est vraiment, on est sur quelque chose de blanc, sur du vide, et par quoi on commence à investir le blanc, et qu'est-ce qu'on y met, et tout ça. Et donc c'est un peu un mystère, et aussi un mystère, pourquoi la peinture? Parce que je sais absolument pas dessiner, j'ai pas fait d'histoire de l'art, mais je sais que la peinture m'évoque plus de choses que le théâtre. Mais par contre, je sais pas d'où ça vient, et je cherche à savoir pourquoi la peinture a cette importance dans mon acte de travail, quoi. En tout cas, elle nourrit votre travail de metteur en scène, elle nourrit votre travail d'acteur aussi. Ouais, oui, complètement. En plus, je sais que je peux avoir dans mon travail d'acteur des moments où c'est plutôt une peinture, un détail d'une peinture, une position de quelqu'un qui va m'évoquer un sentiment ou une sensation. Une sensation, exactement. Et aussi parce que, voilà, dans la mise en scène, c'est que je pense que je fonctionne par image, parce que j'ai pas fait d'études universitaires, donc je peux pas fonctionner par analyse. Je vais pas faire une analyse d'une dramaturgie, mais je sais qu'il y a quelque chose quelque part. Donc, en fait, je fais confiance aux images qui vont venir. C'est l'image qui va provoquer. Et elles vont raconter une histoire. C'est un déclencheur. Voilà, je vais réfléchir après en me disant, mais oui, voilà, ça a du sens, et je sais que ça vient de là, et je sais que c'est ça que je veux dire au fond, mais je veux pas avoir la réflexion au départ donc je veux dire ça comme ça, donc je vais créer telle image. C'est plutôt l'image qui va aller à rebours, et qui va me donner du sens. Et ça, je l'ai travaillé aussi en faisant des lectures. Pendant un moment, j'ai fait beaucoup de lectures publiques, et je faisais des montages de textes sur un thème ou sur un auteur. Et au départ, j'y allais en me disant, je sais pas ce que je vais lire, je sais pas ce que je vais prendre comme texte. Je vais lire beaucoup de choses de l'auteur ou de ce livre, et je vais choisir des moments que j'ai envie de lire. Je vais choisir. Et après, je vais regarder pourquoi j'ai choisi ces moments. Et comment je vais monter ma lecture. Je vais trouver le sens de ce que je veux dire par cette lecture. Donc je fais confiance à quelque chose d'instinctif, mais je sais que ça vient pas de nulle part, mais au départ, je sais pas d'où ça vient. Voilà. En tous les cas, des intuitions. Oui, voilà. Les intuitions, et les images se déroulent, vos choix se déroulent comme un récit et comme une histoire. Par exemple, dans les lectures, il fallait que je raconte une histoire. Il fallait que j'ai mon fil et j'ai mon chemin. Vraiment, il fallait que j'ai un chemin et que je sache, moi, au fond, que je partais de tel point pour arriver à tel point, et que j'avais un parcours intellectuel que les gens comprenaient ou pas. C'était pas le but. Le but, c'est qu'ils sentent qu'ils allaient quelque part. Et après, ils comprenaient ce qu'ils veulent. Puis déjà, ils écoutaient les textes. Et pour écouter les textes, je pense qu'il fallait qu'ils sentent qu'ils étaient menés, guidés. Voilà. Par une histoire que vous aviez à raconter, vous. Au fond, mais qui n'était pas claire.
Et même, je me suis rendu compte après en revoyant des montages que j'avais faits, en me disant, et que c'était lié à un moment en plus. C'était pas, bon, ça c'est autre chose. Mais que je ferais peut-être pas la même chose maintenant. Enfin, c'était lié à ce moment-là, voilà. Et donc, l'histoire à raconter à travers des textes, c'était très important. Ouais. Dans la mise en scène, vous nous parliez de peindre, ce spectacle que vous avez mis en scène. Êtes-vous parti à chaque fois d'histoires connues qui vous avez déjà habité et qui vous ont donné envie de mettre en scène? Est-ce que vous avez créé les histoires? Non, pour peindre, alors c'est vraiment une réflexion sur de se demander d'où ça vient. Et c'est vrai que pendant la création, on avait rencontré plusieurs artistes, plusieurs peintres dans leur atelier, et on cherchait. Nous, comment ça nous interrogeait, comment ça nous traversait, comment on pouvait le rendre. Et à la fin, je me rappelle avec Christian, on était au montage final du spectacle, et il m'a demandé, mais alors, ça vient d'où? On était vraiment, on allait jouer le lendemain. Enfin, je lui ai répondu, mais je crois que ça vient du fait que c'est lié à la mort. En fait, on a besoin de créer, on a besoin d'être en vie, parce qu'on sait qu'on va mourir. C'est la base de tout. De votre geste de création en tous les cas. Oui, parce que je pense que je suis devenu artiste parce que je vais mourir. Vous m'aviez parlé de Pasiphae. Oui, alors Pasiphae, ça a été une autre mise en scène que j'ai faite. Là, c'est vraiment une histoire qui m'avait beaucoup troublé à partir d'un documentaire que j'avais vu sur des gens qui trouvent une fresque au sol en Turquie, je crois. Et tout le documentaire, c'est comment il la sort de terre, quoi. Comment il a... Et à la fin, elle apparaît, et donc c'est l'histoire de Pasiphae, qui est la femme de Minos, à qui on a offert un magnifique taureau blanc. Le taureau doit être sacrifié, et Minos le trouve tellement beau qu'il ne le sacrifie pas. Et donc le châtiment, c'est que sa femme, Pasiphae, tombe follement amoureuse du taureau. Et donc va demander à Dédale, l'homme à tout faire, de construire une fausse vache pour qu'elle puisse rentrer dans la vache et faire l'amour avec le taureau, et voilà. Et puis elle donnera naissance au Minotaure. Ce que j'ai dit à Christian, c'est ça me trouble énormément, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et donc il a écrit une pièce à partir de cette histoire. Où est-ce que vous êtes allé chercher des ressources, des idées, des histoires en vous pour interpréter ce rôle de Minos? J'ai une image, en fait, qui m'a servi après dans la mise en scène. Enfin, il faut que je la revoie, mais dans ma tête, j'avais une image de Mussolini quand il se fait tuer par la foule. Enfin, il est pendu par les pieds, un truc comme ça. Il est en Marcel. Et cette image m'a beaucoup servi parce que je me dis, mais ce dictateur qui était, quand il est en Marcel, c'est plus qu'un homme comme les autres. Et je crois que je suis allé le chercher là-dedans, dans le côté très humain de l'horreur. Alors ça, c'est quelque chose en plus qui m'intéresse par rapport au génocide. Là, on revient au génocide. Après, dans mes lectures, par exemple, j'avais travaillé dans Le Nu de la vie de Jean Hetzfeld, sur le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda. Mais en fait, ce qui m'était ressorti de ce travail, c'est l'humanité. Et donc chez le dictateur, je voulais travailler sur son humanité. Pas l'humanité dans le sens, au fond, il est gentil. Non, c'est l'humanité de l'horreur. Ça fait partie de l'humain, c'est de la chair. Donc j'ai pas joué au dictateur dans le jeu. J'ai joué à chercher en moi qu'est-ce qui peut être dictateur chez moi, qui en plus c'est pas vraiment ma nature, mais je sais que je l'ai en moi, donc.
j'ai le droit là au théâtre d'être un enfoiré, d'être une ordure. Et c'est bon de se donner ce droit-là. Je vois que vous souriez, effectivement, c'est bon de se donner tous les droits. C'est la magie, c'est magique là. C'est vraiment le plateau, c'est vraiment le lieu du rêve, de l'imaginaire. Enfin, c'est ça, voilà. On rentre sur ce plateau, on a le droit de tout, on peut tout faire. C'est beaucoup d'images qui nourrissent, au-delà des récits ou d'histoires ou de romans, il y a beaucoup d'images et de... Ouais, je pense que je fonctionne plus par l'image, en fait, que le récit, les histoires. Après, il y a les... Il y a des images qui peuvent nous raconter des histoires. Bien sûr. Enfin, je me dis que le cinéma vient plus de la peinture que du théâtre, en fait. Et je pense que la peinture servait à raconter des histoires. Si on peignait les églises, c'est pour que les fidèles qui savaient ni lire ni écrire puissent se raconter l'histoire de Jésus. Donc de toute façon, ce sont que des histoires dans les musées. c'est une bibliothèque. Le Louvre. Vous aimez arpenter le Louvre ? Ouais, mais je le faisais souvent. Ouais. Je le faisais souvent, le Louvre. Voilà, j'ai un tableau qui est très important pour moi. C'est un peintre, mais surtout un tableau, mais un peintre, c'est le Lorrain. Et ces tableaux de porc, voilà, alors ça c'est important. Où l'important est dans la lumière qui vient taper sur des constructions un peu imaginaires, un peu merveilleuses, enfin... Et ça, c'est une histoire qui est très importante pour moi. Ces images-là, ce moment-là, et ce bord de mer noyé dans la lumière. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres façons de nourrir votre imaginaire, de construire vos histoires ? Vous me parliez du désir tout à l'heure. En parlant, je m'aperçois que c'est vraiment le regard et la contemplation. Prendre le temps de regarder. Et c'est pour ça, j'aime beaucoup les films de Wim Wenders. Et voilà, un film important, c'était Les ailes du désir. Par exemple, je sais que c'est un film qui m'influence encore, depuis que j'ai 20 ans, quoi. Mais parce que il y a cette contemplation, il y a ce regard des anges sur l'humain. Et oui, c'est ce que j'aime énormément dans ce film aussi, c'est ce désir de l'ange de devenir humain, de quitter l'éternité pour sentir le poids des choses et le plaisir du détail, du rien du tout, de boire un café. Et quitter l'éternité, c'est de mourir. C'est la recherche de l'humanité et le bonheur d'être humain, en fait. C'est le bonheur d'être en vie, et parce que d'être humain, c'est d'avoir des tristesses, d'avoir des drames, d'avoir des joies, et c'est ce bonheur d'être en vie, quoi. Et puis à la fin des ailes du désir, il y a cette déclaration d'amour de cette femme qui est extraordinaire, qui m'a beaucoup marqué. À la fin, quand ils se rencontrent dans cette salle de concert, ils se rencontrent enfin, et ils savent au fond d'eux, enfin lui, l'ange qui est devenu humain, la retrouve, il pense l'avoir perdue, il la retrouve, et elle sait au fond qu'il devait être là à ce moment-là, et elle lui fait une déclaration sur qu'est-ce que c'est d'être à deux, d'être en chemin à deux. Moi je trouve ça magnifique.
Merci François. Michaël Dandrieux, vous venez d'entendre François Podetti. Pouvez-vous nous dire quel impact, quelle résonance ont ces mots sur vous ? C'est des réflexions qui sont très humaines, là, qui viennent de nous être partagées. Il y a une préoccupation qui parcourt tout cet extrait, c'est celui de la recherche du mystère des origines. D'où viennent les choses ? Donc, il nous raconte l'histoire qui est celle de sa maman. Et quand on lui demande quels sont les récits qui constituent votre vie, bien évidemment, tout de suite, il va chercher les récits qui ont constitué les gens de sa famille avant lui. Ça, je pense que c'est commun à tous. On ne s'autorise pas nécessairement à raconter notre propre histoire du fait qu'elle n'est pas terminée. Alors, on ne sait jamais si l'histoire qui est la nôtre... c'est un drame, c'est une tragédie, c'est une tragicomédie. Et si c'est une tragicomédie, à quel moment est-ce que ça bascule ? Est-ce que c'est une histoire d'amour ? Est-ce que c'est une romance ? Et c'est le moment où on réalise que on est malade, qu'on vit une très belle vie, c'est quand l'oraison funèbre est donnée, qu'on peut se dire tiens, rétrospectivement, c'était ça l'histoire. Mais quand on la vit, on a l'impression que elle est inarrêtable et elle n'est pas à nous. On a du mal à se l'approprier. Et c'est ça ce que moi j'entends dans ce qu'il vient de dire. D'où viennent les choses, à partir de quel moment est-ce qu'elles nous appartiennent, quand est-ce que on peut habiter à l'intérieur de sa propre existence. Ça, c'est la première chose qui m'a touché. Et puis la deuxième, c'est qu'à côté de ça, il témoigne du sentiment de l'aspect inarrêtable de la vie. Donc non seulement on est projeté comme ça dans l'histoire qui est celle de nos parents, et en même temps, on est obligé de vivre ce qui nous est donné à vivre. Donc on est là, il faut faire les choses, ça nous arrive. À un moment donné, je me retrouve comédien, mais bon, c'était pas vraiment ce que j'avais voulu faire, voilà. Et si je fais un parallèle intéressant, moi aujourd'hui, je suis obligé de vivre le moment que je suis en train de passer avec vous. Tant et si bien qu'on va aller chercher des petits échos de l'existence partout, tel que lui l'a fait. Moi, je me mets en quinconce dans ses chaussures, mais quand il parle de Pasiphae, moi l'histoire dans laquelle j'étais projeté, qui a commencé à ma mère, pour laquelle l'histoire a commencé à sa mère, etc., comme tout un chacun, elle trouve un pic effectivement dans ce magnifique vers, je crois qu'il vient de Phèbres, la fille de Minos et de Pasiphae, que ma mère considérait être le plus beau vers de la langue française, qui est donc Ariane, et qui est constitutif de mon rapport à la poésie, où à chaque fois que je vais lire un texte ou un vers, je vais aller chercher ce vers est-il à la hauteur de la fille de Minos et de Pasiphae. Mais moi, tout ça, ça me fait penser que... Vous savez, Borges, il disait ce truc très juste, on ne devrait pas juger les gens au livre qu'ils écrivent, on devrait les juger au livre qu'ils lisent. Parce qu'on lit ce qu'on veut, mais on écrit ce qu'on peut. Et donc, dans le fond, c'est à peu près ça. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que on a la vie qu'on a, on la vit un peu comme on peut, et il y a beaucoup de faire avec, quand même, qui compte dans l'histoire dans laquelle on est projeté, avec les antécédents qui sont les nôtres, et puis avec les conditions qui nous sont proposées, quoi. Merci, Michaël Dandrieux.